Donc, je vais laisser la parole à François qui va mener ce webinaire. Merci Corinne. Bonjour à tout le monde. Donc je vais donc commencer par le contexte qui l'oblige, de revenir très brièvement, ce n'est pas l'objet de notre discussion, mais quand même très brièvement sur le contexte actuel du Covid et de la crise financière qui pousse forcément chaque entrepreneur à s'investir et en tout cas à laisser à flot son entreprise. De notre côté, ce qu'on voit, c'est que la pierre angulaire de tout ça, c'est l'entrepreneur. Et donc, tout notre discours aujourd'hui et de manière générale est basé sur l'entrepreneur. Il faut qu'il y ait des gens qui entreprennent. Pour cela, ça nécessite forcément qu'il y ait une certaine préparation, une capacité à capter les informations du marché, de l'écosystème et de les transformer en opportunités. Et notamment, les dispositifs qu'on va aborder par la suite, ont pour objectif justement de faire en sorte de fournir un parcours qui le permette. Donc, pour nous, il y a deux attitudes globalement. On a, vous pourrez peut-être vous reconnaître, donc des entrepreneurs qui subissent plus la situation de gré ou de force, et d'autres qui vont profiter de cette occasion pour imaginer d'autres solutions, pour rebondir, pour trouver des nouveaux axes. Et nous, le meilleur moyen, la meilleure arme dont devrait disposer l'entrepreneur, c'est la capacité à entreprendre de manière innovante. Et là, on voit qu'il y a une certaine de difficulté, puisque entreprendre, finalement, ça ne s'apprend pas tellement. C'est un peu sur le tas, hein, il n'y a pas de formation. Et entreprendre innovant, ça vient complexifier encore plus les choses. Il va falloir mettre en avant toutes les capacités et toute l'agilité nécessaire de l'organisation pour pouvoir y prétendre. Et pour ce faire, il y a donc des dispositifs qui sont là pour promouvoir ces perspectives d'innovation. Et c'est ce dont on va discuter par la suite. Parlant d'innovation, il est important que l'on se fixe un cadre, au moins pour ce webinaire. Il peut y avoir tout un tas de définitions possibles, mais je vous en propose une qui a l'avantage d'être relativement simple et qui servira de fil conducteur dans l'échange. C'est que l'innovation est une recherche constante d'amélioration de l'existant. Donc, cette amélioration de l'existant peut être dans une continuité, c'est ce qu'on appellera l'innovation incrémentale, et peut être plus importante d'une innovation moyenne ou une innovation encore plus soutenue, voire qui va carrément changer le marché, qu'on va appeler innovation radicale ou innovation de rupture, pour lequel il n'y aura même plus le contexte marché qu'il faudra le construire. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que cette originalité, qui pourrait potentiellement donner naissance à une innovation, cette originalité doit être commercialisée. Et donc, au final, l'innovation sera un couple originalité, marché. Donc, l'innovation est un couple, originalité, marché. Et il est important de noter les typologies d'innovation qui sont maintenant communément admises et qui se retrouvent dans bon nombre de documents. C'est qu'il y a, grosso modo, 6 catégories d'innovation. Donc, vous êtes tous potentiellement des porteurs de projets d'innovation. Dans les catégories produits-services, procédés, organisation, marketing, modèle d'affaires, technologique et social. Donc, on a beaucoup connu le volet technologique, mais il n'y a pas que celui-là. Et bien souvent, ce dernier a besoin également des autres. Et vice-versa. Donc, il est donc bien de prendre quelques instants sur ce slide pour retenir les éléments suivants. On a différentes typologies d'innovation qui vont au-delà de l'aspect technologique. On a différentes intensités d'innovation qui vont donner naissance à différentes opportunités en termes de financement. Et de toute manière, il faut qu'il y ait un couple originalité, je l'appelle comme ça, originalité marché, qui soit gagnant. Autrement, on ne parlera pas d'innovation. Et ce sera également un fil conducteur dans les dispositifs de financement public. Un mot sur nous, tout de même. Stratinov agit sur le spectre du management de l'innovation de manière globale et avec pour finalement de révéler les capacités d'innovation des entreprises. C'est vraiment ce qui nous guide. Et on va faire des stades très amont de l'idée jusqu'à transformer cette idée, en tout cas transmettre les capacités à l'entreprise à transformer ces idées en potentiels produits à venir
et on l'espère le plus fortement innovant possible. Et ce faisant, le financement devient un moyen dans ce cadre, puisque c'est le moyen d'accélérer les développements, c'est le moyen de rentrer rapidement sur un marché et de s'y installer. C'est les deux axes majeurs sur lesquels nous nous positionnons et qui d'ailleurs au final font également écho à la présentation qui va suivre. Dans le cadre des projets d'innovation, il y a un élément fort à comprendre, c'est qu'il y a derrière un processus, le processus d'innovation, dont je vais vous donner ici quelques clés. Et ce processus est un élément qui va venir guider la démarche d'innovation et donc guider potentiellement l'entreprise qui souhaite mener un projet d'innovation et sur lequel s'appuiera également les dispositifs de financement public qui viendront financer les phases de ces processus. Donc, pour bien comprendre et pour bien utiliser les dispositifs de financement public, il est important d'avoir quelques clés de lecture de ce qu'on peut appeler le processus d'innovation. Ici, je vais vous en donner une grille de lecture relativement simplifiée, mais qui, je l'espère, vous apportera une compréhension suffisante pour vous trouver votre chemin à travers les dispositifs. Donc, il y a une première phase, grosso modo, qui consiste à voir l'entreprise un peu sur le triptyque suivant. Donc, vous avez un projet, vous avez un marché, vous avez les capacités de l'entreprise, et il faut faire naître, poindre un projet. Ça, c'est la phase d'exploration qui va permettre d'aller chercher les informations sur le marché, qu'elles soient techniques, qu'elles soient économiques, peu importe, et surtout d'être en capacité de transformer ces informations en quelque chose qui va donner potentiellement une valeur, créer de la valeur par l'entreprise. Et là, il va falloir être en capacité de travailler sur ce processus, qui peut être créatif, pour décider des actions à mener à l'avenir. C'est une phase très importante qui va faire naître le projet, qui va permettre de s'appuyer sur le savoir-faire de l'entreprise et qui va également mettre au point, mettre en exergue une équipe qui va porter le projet, qui devra ensuite défendre son projet tout au long de son développement. Au-delà de cet axe, vous l'avez vu dans le triptyque, on avait vu l'axe entreprise où j'étais en train de faire une exploration de mes potentialités et d'appuyer sur mes propres ressources. Il y a également l'axe produit. Alors ici, j'ai choisi l'échelle TRL pour ceux qui la connaissent. Je regarde plus un axe technologique, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être le service, ça peut être tout ce que vous voulez. L'idée ici, c'est de voir qu'il faut avoir un axe produit et voir comment est-ce on va développer la solution que l'on souhaite amener vers des cibles. Et là, c'est assez parlant. Donc, on voit qu'il y a différentes étapes. L'idée, le démonstrateur, le prototype, etc., qui vont progressivement amener vers une solution finale. Et ce qu'il y a d'important à noter ici, c'est que ces différentes phases, pour ceux qui ont peut-être déjà tenté d'aller chercher des dispositifs de financement public, ces différentes phases sont également des phases qui sont finançables par des dispositifs et pour lesquelles on va demander à l'entreprise de justifier sa capacité à passer d'une phase à l'autre et ensuite de nous montrer les résultats. Donc, vous voyez ici quasiment des postes de financement qui peuvent se retrouver dans les assiettes des dispositifs de financement public. Donc là, on est sur l'axe produit. Donc, on a vu au préalable l'axe entreprise, on est sur l'axe produit, et ensuite, on va voir l'axe marché, puisque je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on ait notre couple originalité-marché. Donc, on a vu l'originalité en avant, donc maintenant, sur le marché, on voit également poindre des éléments qui peuvent paraître assez naturels. C'est-à-dire que si vous voulez amener votre projet sur un marché, il faut quand même identifier des cibles, des besoins, vous positionner sur ce marché, montrer comment est-ce que vous allez faire un revenu pour pérenniser votre activité, etc. Et encore une fois, vous voyez, pointe sur cette échelle DRL, qui est une échelle originale, je trouve, qui a été développée à l'ONERA. On voit poindre également des postes de financement qui se retrouvent dans les assiettes. Dans les deux cadres, ces deux axes vous donnent aussi une démarche pour avancer dans le projet. Mais il faut les piloter. C'est l'objet du slide suivant. Il faut piloter ces projets. Donc, pour les piloter, vous voyez qu'on va grosso modo se retrouver sur des briques lorsque l'on regarde les deux axes, sur des briques qui paraissent assez naturelles, qui sont finalement une phase conceptuelle, une phase où on va développer un démonstrateur,
une phase où on va avoir un prototype qui quasiment arrivera à la pré-série, puis le produit. Et on voit que dans cette démarche qui est absolument pas linéaire, alors là j'ai mis une courbe juste illustrative, mais pour vous montrer un peu les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc ce n'est absolument pas linéaire, on ne peut pas arriver de différents horizons avec des ambitions très différentes. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que peu importe la vitesse à laquelle on va franchir ces différentes étapes, on va se retrouver dans chacune de ces boîtes. L'objectif du pilotage est d'essayer de rester dans ces boîtes et de passer le plus rapidement possible dans la zone bleue, qui est une zone où on a validé la pertinence du projet et pour lesquels il va falloir investir encore plus, mais pour arriver le plus rapidement possible sur le marché. Donc, vous avez une phase incertaine, on va dire, de risque qui est dans la zone blanche. Et dans la zone bleue, vous allez avoir une phase plus certaine, mais pour lesquelles il faut encore faire du travail et des investissements parfois assez lourds pour y aller. Tout l'objet de ce pilotage est d'arriver le plus rapidement possible dans la phase bleue, donc du coup de casser cette phase d'incertitude ou de faisabilité pour aller dans des domaines qui sont plus sereins. Alors, donc, j'aimerais prendre donc, maintenant quelques minutes avec vous pour faire la transposition de ce qu'on a vu juste avant, qui est que finalement, la démarche, la volonté d'entreprendre de manière innovante va passer par des phases nécessaires que l'on retrouve ici dans les 4 boîtes illustratives que j'ai représentées, avec un pilotage qui doit faire en sorte qu'on ne va pas forcément seulement sur un axe ou seulement sur un autre, sinon c'est un risque d'échec. On peut être tenté d'aller très vite sur un marché sans même savoir si la solution est faisable, ou aller très vite vers une solution, vers un produit, sans même euh, vérifier qui a effectivement un besoin. Ce sont des erreurs qui sont faites bien souvent. Il faut absolument rester dans ce cadre de pilotage et c'est exactement ce que demandent les dispositifs. Donc, dans nos accompagnements, on rencontre souvent des entreprises qui se disent que les dispositifs de financement public sont quand même assez pénibles parce qu'ils demandent beaucoup de choses, beaucoup de documentation, beaucoup de… Voilà, il y a beaucoup de trucs, alors que finalement, tout ce qu'il faudrait, c'est laisser les entreprises entreprendre. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de formation pour entreprendre, et encore moins pour entreprendre de manière innovante. Et les exigences qui sont portées par les financeurs sont là pour structurer la démarche. C'est fait dans cette volonté-là. Et si on structure cette démarche, on se donne beaucoup plus de chances. Et on verra également que les entreprises qui réussissent bien, voire même très bien, sont aussi des entreprises qui sont en capacité de suivre ce genre de schéma. Donc, c'est très formateur pour les entreprises. Donc, pour revenir sur ce schéma, donc, l'état d'avancement du projet est un axe particulièrement important qui va déterminer la nature de l'aide auquel pourrait prétendre l'entreprise. On voit donc c'est sur un axe horizontal, il y a différentes phases qui sont la formalisation de l'idée. Donc, si on est dans un stade plutôt d'exploration, on va être dans cette phase justement de formalisation de l'idée ou de formalisation de la stratégie ou du balbutiement de la stratégie. On a accès à de la subvention qui peut aller jusqu'à 70% d'ailleurs des dépenses engagées. Lorsque l'on va aller un peu plus loin, dans une phase où on va commencer à définir les concepts, on va commencer à travailler sur la proposition de valeur, où on va commencer à développer les premiers démonstrateurs, on est dans une phase de faisabilité qui va également être généralement financée à travers des subventions. Donc, ce qui est assez important, parce que les subventions, comme vous le savez, c'est quelque chose qu'on ne rembourse pas. Donc, c'est une prise de risque également de l'organisme financeur auprès de vous. Donc, il faut qu'il croie à ce projet-là. Et lorsqu'on va avancer, donc lorsqu'on va arriver dans la deuxième partie de la case démonstrateur et qu'on va aller vers la phase prototype, on va se retrouver dans une phase de développement où là, on aura plus des avancements récupérables. Donc, en cas d'échec, ça pourra se transformer essentiellement en subvention. Mais en cas de réussite, il faudra rembourser. Il y aura également des aides, des prêts à taux zéro qui permettront de venir également booster le développement de l'entreprise, mais qui seront là aussi remboursables. Donc, vous voyez que dans cette zone, on est justement dans la zone verte, bleue dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'on a déjà passé le cap de la faisabilité
Et là, on est en train d'accélérer sur le marché. Et donc, quand on a de bons indicateurs, il est de bon ton de se dire, bon, bah, vous devriez réussir, et donc vous avez droit à un prêt à taux zéro, et donc vous allez le rembourser. Et dans la phase de développement, d'exploitation, euh, plus poussée, quand on est sur le marché, qu'on va commercialiser, là, ce qui est accessible, c'est plutôt des prêts qui seront apportés à l'entreprise, ce qui est naturellement tout à fait entendable. Et ce sont des prêts, pas comme des prêts bancaires, vous avez un certain nombre de postes qui sont dans lesquels qui ne se retrouveront pas dans des prêts bancaires. Vous pouvez mettre du dépenses de personnel, des avances en trésorerie. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire dans ce cadre-là. Avec, comme vous le voyez, un avantage quand même, hein. Vous avez des différés jusqu'à 2 ans et puis un remboursement jusqu'à 5 ans. Donc vous avez 7 ans typiquement pour avancer sur les projets. Donc là, on était plus sur l'axe projet, donc nature du projet. Mais il y a un autre axe qui est l'axe marché, que je vous ai évoqué tout à l'heure, où on va trouver l'intensité d'innovation. Donc, l'ensemble des éléments que je viens de vous indiquer au préalable peuvent être exacerbés avec l'intensité d'innovation. Plus l'innovation est importante, plus vous allez avoir accès à un vivier de financement qui sera important. Et dans la période où on est aujourd'hui, où justement, avec le Covid, la relance, le rebond, enfin, toutes ces choses, on voit apparaître tout un tas d'appels à projets, tout un tas de concours, pour lesquels il y a des budgets qui sont mis en face et pour lesquels on demande aux entreprises d'être très innovantes et évidemment de répondre à l'axe stratégique qui est poussé. Donc, il y a un vivier important à aller chercher. Plus fortement on est innovant et mieux c'est. Par contre, plus la prise de risque est également importante. Il n'y a pas d'innovation sans risque. Le dernier axe, qui est l'axe entreprise, vient sous-tendre l'ensemble. Parfois, c'est aussi ce qui manque. C'est la qualité de l'entreprise, donc du coup de ses équipes. Est-ce qu'elle dispose des ressources nécessaires, du savoir-faire nécessaire pour mener le projet à son terme? Est-ce qu'elle a une structure financière solide pour pouvoir aller au bout de ses ambitions? Ce sont des indicateurs très importants parce que l'objectif, que ce soit clair, hein, je pense à peu près pour n'importe quel financeur, c'est d'aider les entreprises qui ont la capacité d'aller au bout de leur projet, les aider à aller le plus rapidement possible et de prendre une position dominante. L'objectif n'est pas de venir soutenir une entreprise qui sera en difficulté. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, toutes ces choses doivent être menées. Les innovations doivent être menées quand on est bien, de manière générale. Quand on est mal, c'est très difficile d'aller trouver de l'aide, sauf à trouver des âmes sœurs, des investisseurs qui sont prêts à y mettre du cœur. Donc, je vous ai résumé ici quelques dispositifs. Alors, ce n'est certes pas l'ensemble des dispositifs de financement public. Il y en a plus de 4500, donc vous imaginez bien qu'ici, ils n'y sont pas tous. On les retrouve à différents échelons. Vous avez des échelons, ça peut être national, régional, départemental, voire même communal. Parfois, ce sont des dispositifs qui sont complètement disjoints. Parfois, ils se complètent. Donc, c'est très compliqué. Par contre, il y a quand même des éléments majeurs. Ces éléments majeurs, c'est ceux que je cite ici. Dans Pôle emploi, qui n'est pas un dispositif lié à l'innovation, ni Réseau Entreprendre ou Initiative France d'ailleurs, mais qui est important notamment dans les phases de création. Et il ne faut pas les oublier. Je pense que c'est notamment Pôle emploi, c'est un des dispositifs majeurs lorsqu'on se lance dans une entreprise, d'avoir cette capacité pendant 1 an et demi, voire même maintenant 2 ans, à avoir le temps de faire tout ce qu'il faut pour se donner les chances de réussir. Donc, je tenais à les mettre ici, mais ce ne sont évidemment pas des dispositifs dédiés à l'innovation. Initiative France et Réseau Entreprendre proposent des prêts d'honneur. Donc, vous les connaissez certainement pour la plupart. Je vais plus m'appesantir sur les autres. Donc, nous avons grosso modo 2 grands guichets, un troisième avec HDFID qui est une antenne régionale donc dans les Hauts-de-France qui va apporter des subventions, notamment dans les premières phases que je vous ai citées tout à l'heure, où on était dans la formalisation de l'idée ou de début de la stratégie, des premiers éléments, des bribes technologiques. En gros, la réflexion sur ce sur quoi on va pouvoir travailler. On a des subventions qui sont actionnables par cet opérateur et qui sont directement proposées, enfin, qui sont directement distribuées
aux prestataires. Donc, ça vient alléger quand même la trésorerie de l'entreprise. Donc, les deux autres axes majeurs sont BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est, c'est l'organisme incontournable sur les aides directes. Et du côté de l'État, on a un dispositif également incontournable qui est un crédit d'impôt recherche et innovation et le statut jeune entreprise innovante. Et donc, vous donnez deux mots là-dessus. Je pourrais répondre aux questions qui pourront venir par la suite. BPI va distribuer de la subvention, de l'avance remboursable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en cas de succès, et des prêts à taux zéro sur le volet innovation. Je ne parle pas des autres activités de BPI. Et sur ce volet innovation, systématiquement, on vous demandera où est-ce que vous êtes dans les fameuses boîtes que j'ai citées tout à l'heure, comment est-ce que vous allez faire pour passer d'une étape à l'autre, franchir chacune des boîtes. Et donc, grosso modo, on va vous dire comment est-ce que, quelle est votre équipe, quelle est votre stratégie, quelles sont les ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer, quels sont les besoins des clients, etc. Voilà. Toutes les étapes que j'ai citées, on va vous les demander. On va vous demander comment est-ce que vous allez vous y prendre pour aller jusqu'au bout et s'assurer que vous allez pouvoir réussir. Donc, s'il y a un conseil à vous donner, c'est mon schéma tout à l'heure avec les fameuses boîtes, la grille de maturation sur le produit, la grille de maturation sur le marché. Il faut absolument les inclure parce que c'est ce qu'on vous demandera systématiquement. Et on ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. On vous demande d'y penser et d'inclure des actions qui permettront d'avancer dans la résolution de la problématique. Du côté un autre point quand même, j'allais oublier, BPI ne finance que des projets à venir. Donc, il faudra être en capacité de les financer. Donc, elle n'ira pas au-delà généralement de vos fonds propres. Donc, généralement, parfois on peut toujours transgresser. Donc, généralement, elle n'ira pas au-delà de vos fonds propres. Et elle ne financera que des actions à venir, contrairement, et ça c'est une logique importante, contrairement au dispositif donc de l'État, donc sur le crédit d'impôt, qui lui ne vient regarder que le passé. Mais c'est important de jongler sur les deux, puisque à un côté, on regarde le passé dans ce que j'ai déjà dépensé. Et là, on dit, mais sur quoi je vais me positionner aujourd'hui pour aller vers demain. Et donc, sur ce futur, on va dire quelles sont les actions à venir. Donc, quelle est votre stratégie finalement à venir. Et dedans, tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à l'innovation pourra rentrer dans une assiette et être finançable. Si vous êtes en capacité de mener le projet jusqu'à terme. C'est vraiment très important. On rencontre un certain nombre d'entreprises qui pensent que si le projet est original ou nouveau, tout le monde, tous les organismes devraient les financer. Ben, non. Il faut que le projet soit porteur et il faut que vous soyez en capacité de le mener jusqu'à son terme. C'est parfois douloureux de se rendre compte qu'on n'est pas la bonne personne pour mener le projet. Eh ben, il faut constituer une équipe. Et on regarde également l'équipe. Du côté du crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation, l'objectif est de financer des dépenses donc, qui sont écoulées sur l'année passée ou les trois dernières années. Regardez les dépenses en termes d'avancement des connaissances. Donc, du coup, on va vous dire, dans une phase d'incertitude, vous avez vu qu'au départ, on ne sait pas trop ce qu'on cherche à faire dans la phase conceptuelle. On peut avoir une phase d'incertitude. Dans cette phase d'incertitude, donc très risquée, puisque vous avez quand même investi, on vient vous récompenser en vous disant, vous avez quand même avancé sur un certain nombre de sujets. Sur ces sujets, étant donné qu'il n'y avait pas de réponse de connaissances avant qui permettait d'avancer directement, on va vous octroyer un crédit qui va venir financer des dépenses de personnel, des dépenses de sous-traitance, des dépenses de brevets, etc., qui vont venir donc vous permettre de renflouer vos caisses pour les années suivantes, pour continuer à financer des projets. Et donc, vous pouvez également intégrer des docteurs qui sont généralement bien formés pour ces phases assez incertaines. Mais le crédit d'impôt ne fait pas que ça. Il récompense également les projets qui arrivent sur les marchés et pour lesquels on est en capacité de démontrer des performances supérieures aux solutions existantes. Et là, on est en train quelque part de se rapprocher un peu de ce que je vous disais sur BPI. C'est-à-dire que finalement, je regarde l'existant, j'essaye de faire mieux, voire franchement mieux. Et à partir de là, j'ai une récompense également en termes de crédit d'impôt. Et il y a le statut de jeune entreprise innovante qui, lui, est très intéressant puisqu'il va venir réduire
votre besoin en fonds de roulement, mais immédiatement, puisqu'il va vous octroyer une exonération des cotisations patronales, à condition évidemment de faire de la R&D. Donc on reste toujours dans ce triptyque. François, Oui. je me permets de t'interrompre parce que c'est le bon moment. J'ai une question de Céline Maurice qui demande si on peut cumuler les aides pour un même projet. Oui, c'est très bien. C'était l'enchaînement qui allait suivre. Voilà. Très bonne question et merci d'avoir posé. Ça me permet d'enchaîner. On peut cumuler les aides. De manière générale, ça c'est une règle générale. Tous les dispositifs qui sont dédiés à l'innovation, alors règle générale, hein, il y a toujours des exceptions, mais bon, en général, tous les dispositifs dédiés à l'innovation sont cumulables. Par contre, il faut garder en tête que l'on n'a pas le droit de faire financer 2 fois la même chose. Donc, ça veut simplement dire que pour un même projet, pour une même phase, on a eu une aide ou un crédit d'impôt, et il faut en tenir compte. Donc, typiquement, puisque le crédit d'impôt, c'est toujours un reculant, je peux par exemple prétendre à un crédit d'impôt recherche, mais j'ai obtenu une aide. Eh ben, je dois déduire l'aide de mon assiette de crédit d'impôt. C'est systématique. Et c'est encore plus contraignant lorsqu'on va du côté de BPI. On pourrait vous dire, bon ben, ok, j'ai un projet, j'ai obtenu une aide, bon ben maintenant c'est mort, je ne peux plus avancer. En fait, ce qui est pas bien au départ, c'est que vous avez vendu un projet avec une phase peut-être globale et que vous auriez dû, comme je vous l'ai représenté tout à l'heure, saucissonner en plusieurs phases pour avoir cette phase de formalisation des balbutiements, cette phase de faisabilité, cette phase de développement, cette phase de commercialisation, et de faire financer chacune de ces phases. Auquel cas, vous pouvez cumuler les dispositifs phase par phase, puisqu'elles ne viennent pas financer la même chose. Mais vous n'avez pas le droit, dans une même phase, de, par exemple, activer 2 dispositifs BPI. De toute façon, sachez qu'il y a quand même un fichier, même quand on va au niveau régional ou communal, et que on saura que vous avez déjà demandé une aide pour telle ou telle chose. Donc, il vaut mieux éviter de le faire. Alors, Sinon, logique de cumul qui est possible, d'où l'idée d'avoir une roadmap au départ qui permette d'articuler tout ça. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. ok. J'ai également quelque chose qui est intéressant, une intervention de Fabrice Lefebvre, qui est président d'Assat Nord, Oui. qui vient de me lancer l'info. Là, on peut compléter les dispositifs. La SAT Nord dispose d'un fonds de maturation pour faire grandir les technos du TRL 3 au TRL 6. Parfait. Donc, Parfait. Vous faites donc également partie. Alors, il y a de plus en plus de SAT qui le font et d'autres organismes d'ailleurs qui viennent de manière régionale compléter un certain nombre d'actions. Donc là, merci de l'information. Donc, ils viennent également vous aider à maturer. Donc, vous voyez que l'enjeu, dans tous les cas, hein, on se retrouve, c'est de passer de cette zone blanche à cette zone bleue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est la zone dans laquelle on va pouvoir commencer à se dire que l'investissement qui a été engagé au préalable valait le coup. Et donc, la zone blanche est bien la zone dans laquelle on risque d'avoir le plus d'échecs. Donc, c'est là que vous aurez de la subvention et que tous les organismes vont venir vous chatouiller dans cette zone-là pour voir lesquels projets vont être retenus pour passer dans les phases suivantes. Donc très bien. Okay. Fabrice, je vous ai laissé la parole. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Okay. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Je vais pas prendre le temps de parole très long. Je vous remercie Corinne d'avoir cité effectivement l'intervention. On y reviendra dans le détail, mais justement l'idée aussi, c'est que on associe une entreprise qui serait preneuse à ce processus pour faire grandir une technologie jusqu'à TRL6 dans ce qu'on appelle la comaturation. C'est qu'en fait, on guide la maturation de la technologie dans ce qui correspond exactement aux besoins de l'entreprise dans son domaine d'application. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait ensemble, j'ai dire main dans la main pour que, au bout du compte, eh bien derrière, elle a tous les droits et sur les brevets qui auront pu être déposés pour pouvoir exploiter la technologie, l'industrialiser, la commercialiser. Voilà ce que je voulais vous dire. On pourra rentrer dans le détail un peu plus tard, si vous voulez. Super, avec plaisir. À tout à l'heure. Alors, donc le parcours de financement. Donc, ça tombe bien, on est directement dans le questionnement. Pour ceux qui ont tenté, ou qui ont peut-être même réussi, l'écosystème est relativement complexe. Même si là, l'idée de ce webinaire, c'était vous donner quelques clés de grille de lecture, l'écosystème est très complexe, mais on y gagne
on y gagne très fortement en tant que posture d'entrepreneur, mais également pour le projet que l'on porte, de s'y atteler un peu. Donc, il y a un nombre important d'acteurs et de nature variée, donc il faut pouvoir distinguer les acteurs sur lesquels on doit s'appuyer. Donc, il faut absolument faire des focus. C'est un peu la difficulté que rencontrent certaines entreprises, c'est d'aller un petit peu partout parce qu'il y a des informations absolument partout. Et plus les villes sont grandes, plus il y a d'associations, de réseaux, etc. Et plus on va partout. Il faut absolument faire des focus. Et le focus doit être guidé par la vision que vous aviez initialement, les besoins du marché et d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin, pas vous éparpiller. Les aides et les subventions sont généralement octroyées pour des projets qui auront un caractère innovant. Généralement, c'est comme ça. Le maximum d'aides se trouve sur ces dispositifs parce que tout le monde pense que ce sont les entreprises innovantes qui tireront l'économie ou qui feront un monde meilleur pour demain. Donc, c'est plutôt celle-là que l'on va aider. Mais ça ne suffit pas d'être innovant. Donc, réussir son parcours d'innovation ne suffit pas non plus à mener jusqu'à terme son projet. Il ne faut pas croire non plus que c'est parce qu'on a réussi à obtenir plein de fonds qu'on a un projet qui aboutira. Mais force est de constater que les entreprises qui réussissent plutôt bien sont des entreprises qui sont en capacité d'optimiser ce circuit de financement. Et si vous avez retenu un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les principes de base qu'il y a à travers ces dispositifs et sur ce pilotage entre les maturités marché et produits dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, maîtriser ça, c'est aussi maîtriser l'avenir de l'entreprise et se positionner sur des marchés porteurs. Donc, ce n'est pas étonnant que ces entreprises qui optimisent, qui savent utiliser leur écosystème, les ressources, sont aussi celles qui réussissent le mieux. La clé, en tout cas concernant les dispositifs en eux-mêmes, c'est relativement simple. C'est le bon dossier au bon moment, au bon organisme. Donc, il faut savoir ce que c'est que bon dossier, bon moment et bon organisme. Ça nécessite de clarifier sa vision, la vision projet, la vision stratégique, les dispositifs qui vont venir derrière, puisque, comme je l'ai indiqué, on a plus de 4500 dispositifs, avec généralement toujours des spécificités. C'est donc particulièrement compliqué. Mais il ne faut pas y prendre peur. Il y a 4500 dispositifs, mais vous n'avez pas besoin d'activer tout ça pour vous en sortir. Il y a quand même des organismes clés que je vous ai cités tout à l'heure qui viennent déjà vous alimenter sur l'essentiel. Mais après, les détails font la différence aussi en termes de développement et d'ancrage territorial. Donc là, je vous livre ce qu'on entend, nous, par parcours réussi. Pour une entreprise, c'est un parcours réussi, c'est une entreprise qui s'est développée. Ce n'est pas les poches pleines. Un parcours réussi, c'est une entreprise qui s'est développée, qui a pu activer intelligemment un maximum de dispositifs pour aller rapidement sur un marché. Parce que je vous rappelle également que ce qui nous intéresse ici, ce sont les projets d'innovation. Donc, on est dans une sphère concurrentielle. Et donc, l'objet est d'identifier les cibles, se positionner correctement, prendre une part significative et pérenniser l'activité d'entreprise et avoir un impact sur son écosystème pour renforcer le développement de son entreprise. Donc, c'est ça, un parcours réussi. Développement d'entreprise, un maximum de financement qui vont permettre un minimum de dilution dans les premières phases et pour préparer les levées de fonds qui viendront derrière. Donc, pour ça, comme je vous le disais, il faut solliciter les dispositifs avec des bonnes séquences. Il y a des principes relativement simples à retenir. C'est des fonds propres, une aide publique. Des fonds propres, une aide publique. C'est une boucle qu'il faut organiser. Et vous avez des différents moyens d'organiser cela en allant chercher des prêts d'honneur quand c'est possible. Généralement, c'est plutôt la phase de création. Vous avez des prêts bancaires. L'argent n'est pas cher, il faut en profiter et l'utiliser efficacement. Vous avez des levées de fonds qui peuvent être successives en fonction notamment de la maturité de votre projet. On y retombe encore une fois. Les fameuses boîtes que je vous ai citées tout à l'heure peuvent aussi être des jalons où on ira chercher des fonds privés. Et surtout, le résultat d'entreprise. La première source de financement doit être le résultat d'entreprise. D'ailleurs, c'est aussi ce qui va amener de la crédibilité auprès des financeurs. Donc, il faut absolument piloter tout ça
Et lorsqu'on parle, tout à l'heure, il y avait une personne qui était intervenue, j'ai oublié le prénom, j'en suis désolé, qui est intervenue sur est-ce que je peux cumuler ou pas. Oui, bien sûr, non seulement on peut cumuler les choses, mais quand on a demandé un jour, on peut demander demain aussi. Et si on a mis en place des process qui vont bien pour entrer dans un cycle répété, on peut lancer différents projets en fonction de ses ressources, en fonction des difficultés concurrentielles, pour de toute façon systématiquement se renforcer et prendre des nouveaux marchés. On a eu également l'intervention concernant la SAT. C'est des opportunités qui vont venir aussi vous dire, si vous avez un savoir-faire ou si vous voulez développer un savoir-faire complémentaire, il y a peut-être déjà des briques qui peuvent vous permettre de bénéficier d'un capital. Finalement, c'est un capital immatériel, un résultat des recherches sur lesquelles vous allez vous appuyer pour renforcer votre propre capital immatériel et aller gagner en performance sur le marché sur lequel vous êtes ou sur un marché connexe ou complètement vous diversifier. Donc, tout ça nécessite systématiquement de réfléchir à ces boucles, ce cycle de financement et également ce cycle d'innovation. Donc, concernant les bonnes pratiques sont relativement convenues. C'est ce que je viens de dire. On peut prendre les deux bouts de ce chemin. Avoir un plan de bataille précis. Et j'insiste sur ce plan de bataille précis qui est une vision de l'entreprise, de son engagement et qui permettra d'avoir une vision en termes de financement public ou autre, hein, mais les deux vont aller de pair. C'est cette vision qui va vous permettre d'expliquer votre projet, c'est cette vision qui va vous permettre de donner confiance et c'est cette vision qui vous permettra d'optimiser. C'est également cette vision qui vous permettra d'être réactif au changement et de l'adapter pour pouvoir toujours être au taquet face à vos besoins. C'est donc particulièrement important d'avoir ces phases. Trop souvent, les entreprises que l'on rencontre n'ont pas cette vision. Voilà, on fonce à peut-être baisser parce qu'on est content d'avoir une solution où on pense qu'il y a un supermarché et puis on va peut-être trop vite. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut procrastiner. Mais parfois, juste prendre le temps de se définir un plan de bataille qui peut être très simplifié et des actions pour y aller, ça peut être salvateur. De l'autre côté, comme il faut penser également aux règles, qui sont de dire on accompagne que les entreprises qui sont pas en difficulté, eh bien, il faut avoir les fonds propres en face. Et donc articuler l'ensemble. Le reste, c'est du bon sens autour. C'est-à-dire que si on a défini des projets avec des phases différentes et qu'on est capable d'expliquer chacune des phases, comment est-ce qu'elles s'articulent, en gros, si on a cette stratégie de développement, eh bien, on va aller activer l'ensemble des dispositifs qui vont nous permettre, autour de ces phases, de le faire. Donc, les concours, les appels à projets, les aides diverses et variées qui peuvent y avoir, on pourra les articuler. Sur le slide suivant, il y a 3 points qui sont très importants. Et là, c'est pareil, on les rencontre trop souvent. Le premier, c'est parfois d'oublier son projet. On se dit que finalement, on va en mettre le paquet pour aller chercher des financements et on ne fait plus de focus sur son core business. La force de ceux qui réussissent, c'est aussi leur capacité à s'entourer. Et là, en l'occurrence, il y a pléthore d'acteurs dans l'écosystème. Hein. Vous avez, on a parlé de la SAT, vous avez HDFID, vous avez les pôles de compétitivité, vous avez les réseaux d'entreprises, vous avez aussi des cabinets spécialisés qui peuvent vous aider à faire le tri. Et malheureusement, on a tendance à croire que tous ces conseils n'ont pas de valeur, ou en tout cas pas suffisamment, parce que bien souvent, les entreprises n'investissent pas dans ce cadre-là qui permettrait d'accélérer les choses et de rester focus sur son cœur business, ne surtout pas dérouter de son cœur business. L'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fin du chemin. On rencontre aussi des entreprises qui ont tendance à tordre leurs projets pour bénéficier des dispositifs. Malheureusement, on a aussi rencontré beaucoup d'entreprises qui ont vivoté comme ça sur des fonds publics et puis qui finalement sont mortes, qui n'arrivent pas à décoller parce qu'au final, finalement, ils n'ont jamais fait ce qu'elles devaient faire ou leur vision ou ce que le marché demandait, mais ils sont rentrés dans des critères. Il y avait un appel à projet sur tel domaine, ils étaient capables de se positionner, et ils sont allés, et puis après, ils sont passés sur un autre, etc. Donc, il faut rester fidèle à ce que vous voulez entreprendre. Ça ne veut pas dire
ne pas l'adapter en fonction des opportunités ou autres, mais ne surtout pas chercher à rentrer dans un dispositif en tordant le projet. Si ça se trouve, et vous devez aller sur d'autres types de financement, chercher d'autres financements, chercher des fonds privés. Peut-être que le fonds public n'est pas adapté, mais ne surtout pas aller dans cette direction, sinon vous aurez du mal à faire grandir votre entreprise de manière générale. Et en plus, ça se voit relativement bien au bout de 1 ou 2 sollicitations. Sachez aussi que les conseillers dans les différents organismes financeurs se parlent. Je vais vous parler de 2 cas. On a une entreprise qui est plutôt portée par une innovation technologique, d'ailleurs issue de la recherche, donc assez innovant, même très innovant. Et cette entreprise, on l'a rencontrée quand elle était plutôt dans une phase de concept. Vous voyez, elle était plutôt vers la fin de l'aspect concept. Et le projet technologique était relativement clair. Elle avait donc un certain nombre de paliers à franchir, puisque, enfin vous le savez peut-être pas, mais dans le cas là on est dans le domaine des semi-conducteurs et de la conception de puces électroniques. Dans ce cadre-là, il faut de toute façon envisager une levée de fonds pour pouvoir se positionner. Mais pour pouvoir lever des fonds, il faut arriver à un stade à la fois en termes de chiffre d'affaires et en termes de maturité de la technologie qui soit suffisamment élevé pour pouvoir y prétendre. Sinon, on vous regarde et puis on attend. On attend. Donc là, l'objet avec l'entreprise, ça a été de retravailler sur son plan de croissance prévisionnel et d'articuler le développement de telle sorte qu'elle puisse atteindre ce seuil critique qui allait lui permettre, là, normalement, en fin d'année, devrait faire une levée de fonds significative, qui devrait donc lui permettre de faire cette levée de fonds et donc d'avancer dans la maturité de ses projets. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, elle était en région parisienne. On lui a indiqué, vu qu'elle était dans les domaines des semi-conducteurs, qu'il y avait un vivier à Caen, parce qu'il y a une entreprise qui licencie, et donc il y a un savoir-faire important sur place, ce serait de bon ton pour elle d'aller en Normandie, à Caen, de s'y installer, ouvrir un établissement et de recruter les salariés qui avaient sur place. Ce faisant, vous voyez que là, on a un ancrage territorial. Vous avez une entreprise qui arrive avec un projet technologique intéressant. Vous allez récupérer des emplois et les pérenniser dans une activité. Forcément, la région est intéressée. Donc, on a pu multiplier comme ça et articuler en fonction de son plan de croissance l'ensemble des dispositifs qui étaient possiblement actionnables pour cette entreprise. Donc, c'est parti de… il y a eu de la subvention, beaucoup de subventions, quasiment 1 million d'euros de subventions. Il y a eu des crédits d'impôt, quasiment 1 million également de crédits d'impôt. Il y a eu également des prêts innovation. Il y a eu plus de 300 000 euros sur le prêt innovation. Et ce que je n'ai pas mis ici, c'était également des aides qui étaient directement liées à la ville pour l'installation, etc., pour la facilitation, pour trouver des locaux. Enfin, on vous ouvre les portes lorsque vous avez un projet qui est bien structuré là-dessus. Et donc, il y a également eu des aides pour le déploiement à l'international, puisque vous ne pouvez pas vous développer sur les semi-conducteurs en restant simplement centré sur la France, même si là, l'objectif, c'était de faire du Made in France et de dire, quelque part, c'est aussi un actif stratégique pour la France, mais il faut aller chercher aussi des clients à l'international. Donc, il y a des actions à l'international qui sont également financées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec le client, qui se trouve maintenant plutôt, vous voyez, dans une phase de pré-série. Donc, ces puces vont bientôt sortir, et pour lesquelles on a articulé sur ces 22 mois l'ensemble des pastilles, enfin des punaises que vous voyez ici. Et il a fallu les articuler en fonction du chiffre d'affaires, notamment, et du résultat d'exploitation de l'entreprise. C'est en articulant cet ensemble qu'on a pu mettre autour de la table et la région et l'État pour articuler l'ensemble des dispositifs par phase. C'était vraiment, là, l'objet, c'était par phase. On a un gros projet d'entreprise et dedans, on a articulé les phases qui ont permis de récupérer plus de 2 millions en 22 mois. Le second cas que nous avons articulé se retrouve également sur un groupe qui travaille plutôt sur
dans le domaine de l'immobilier. Ouais, c'était le projet, c'est la digitalisation de projets immobiliers. Et l'objectif a été, comme dans le cas de l'immobilier, le dirigeant avait anticipé une difficulté parce qu'il a pu voir qu'il y avait des cycles tous les 5 ans liés aux élections et autres. Et il en avait assez de subir ça. Donc, on est intervenu auprès de lui pour restructurer les axes de stratégie. Vous voyez, là, on dépasse le cadre du financement, puisqu'on va redéfinir les axes de stratégie. On va travailler sur une équipe clé pour ne pas que l'entrepreneur soit seul à porter le projet. Et une fois que ces axes ont été clarifiés, ça a permis de faire naître, sur la base du savoir-faire de l'entreprise, parce que l'objectif n'est pas d'oublier tout ça. Donc, il y a un actif important en capital immatériel. Il a pu le valoriser sur un projet porteur qui va l'amener vers le tourisme et même le télétravail. Et ça, on a travaillé sur 40 mois avec cette entreprise pour articuler tous ces projets et faire en sorte que finalement, qu'ils puissent piloter leurs projets au sein des boîtes qui apparaissent ici et qu'ils activent les financements au fur et à mesure. Et c'est pour cette boîte en particulier, c'est typiquement ce projet qui va éviter de fermer les boîtes pendant son entreprise pendant cette phase de Covid, parce que ça lui a apporté de la résilience et elle a pu avoir un nouveau souffle de diversification. Donc c'est particulièrement important, notamment dans ces phases, pour renforcer la pérennité de l'entreprise et d'appuyer et développer le savoir-faire et le capital immatériel, que d'avoir ce genre de réflexion. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est Fabrice Lefebvre. Donc, je voulais juste vous remercier. Vraiment, c'était très clair et bravo pour cette présentation. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, fort justement, en tant qu'acteur de l'écosystème de l'innovation, on est toute une chaîne d'acteurs et on doit se passer le relais dans les bonnes conditions les uns aux autres pour permettre justement aux entreprises d'aller jusqu'à la commercialisation dans les meilleures conditions. Donc, il tient à nous tous de bien nous connaître et de savoir bien s'articuler les uns avec les autres pour que pour les entreprises, ce soit le plus fluide et le plus clair possible. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de dispositifs et donc on se tient à vos dispositions pour échanger entre nous et voir de quelle façon on peut bien savoir se passer le relais et les bonnes informations au bénéfice des entreprises qui souhaitent innover. Super. C'est une bonne conclusion, je dirais presque. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. François, le mot de la fin? Bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier. Bon, c'était pas la meilleure des conditions. Et avec les animations, ça aurait été certainement plus aisé à rentrer dedans. Mais n'hésitez pas, si il y a besoin d'approfondir tel ou tel sujet, ce sera avec grand plaisir. Merci de nous être mobilisés pour cette matinée. Et encore merci à nos auditeurs.